Je vais donner la parole à Matab tout de suite, qui va peut-être vouloir nous rajouter un mot ou nous lire ses poésies, non? Oui, j'aimerais bien lire. Alors, vas-y. Alors, nous, on va aller l'écouter. Nathalie, je t'invite à prendre le relais. Tu vas traduire en français les poésies qui vont être lues en iranien. Et puis ensuite, nous vous proposerons un échange avec Rachel Degati. C'est à toi. Merci, Nathalie. Alors, deux poèmes. D'abord, le premier en persan. Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots en persan. آقای ادیبزاده رو می‌بینم، باعث افتخارمه که اینجا هستین و یادم نمیره که چقدر زیبا یکی از شعرهای من رو خوندین. شما یک استاد بزرگ هستین و مرسی از همه دوستان ایرانی که اومدن. مرا در کدام گورستان به خاک خواهید سپرد؟ تمام گورستان‌های دنیا برای من کوچک است. من زنی شاعر در زیبایی شگفت‌انگیز خیابان‌های پاریس نیستم. دختری نشسته بر پله‌های لرزان یوسف آباد نیستم. عروسکی هستم به جا مانده میان آتش و آهن و تن. فریادم در سینه مادری که بر سنگ گور پسرش سینه هفتم را میگذارد. ناتمامی هوشیاری بر تخت شکنجه‌ام، آخرین نگاه اعدامی به آخرین ستاره شب. بوسه خداحافظیم در ازدحام خیابان ممنوع. عطر پرتقالم در شب یلدای شاعر زندانی. آواره جنگم با جسدی بر پشت و کودکی در آغوش. زبان مادریم در اردوگاه پناهندگی. امیدم در کانتینری پشت مرز که شب را خفه می شود. سکوتم به نیمه شب تنهایی زنی که در 4 راه غربت زبان خریدارانش را نمی داند. سرزمین کسی هستم در گوشه ای از چمدان تبعیدش. شرمساری تاریخم که خنده بر لب هیچ کودکی نبودم که 1000 زندگی نیمه کارم. مرا در کدام گورستان به خاک خواهید سپرد؟ تمام گورستان‌های دنیا برای من کوچک است. مرسی. Merci. Dans quel cimetière allez-vous m'enterrer? Dans quel cimetière allez-vous m'enterrer? Dans les cimetières tous les cimetières du monde sont petits pour moi. Je ne suis pas une poète fascinée par la beauté étonnante de Paris. Je ne suis pas la jeune fille assise dans l'escalier délabré d'une maison à Youssef-Abad. Je suis une poupée jetée au milieu des flammes, des ferrailles et des corps déchiquetés. Je suis le cri d'une mère qui pose la 7e ciné sur la tombe de son fils. Je suis la défaillance de la conscience sur le lit de torture, le dernier regard d'un condamné à mort vers la dernière étoile, le baiser d'adieu dans le flot de la rue interdite, le parfum d'orange dans la longue nuit du poète en prison, la réfugiée de guerre portant un cadavre sur le dos et un enfant dans les bras, la langue maternelle dans le camp des réfugiés, l'espoir caché dans un transporteur derrière la frontière qui s'éteint à la tombée de la nuit, le silence nocturne de solitude d'une femme au carrefour de l'exil qui ne connaît pas la langue de ses clients, la patrie de quelqu'un dans un coin de sa valise, la honte de l'histoire de n'avoir jamais vu un sourire sur les lèvres d'un enfant. Je suis 1000 vies inachevées. Dans quel cimetière allez-vous m'enterrer? Tous les cimetières du monde sont petits pour moi. دخترم، یار پریشانی و آوارگیم، شعر مرا نخوان. نمیخواهم سرزمین تو باشم، در خیابانهای من قدم بر ندار. در من هیچ کشف تازه‌ای نیست.
هر خیابان به کوچه‌ای که یک نفر در انتهای آن سرود آزادی می‌خواند بردار. هر کوچه به بنبستی که خانه‌هایش همه دیوارند و بر دیوارها خون تازه می‌رقصد. هر خانه مثل خانه کودکی های تو چمدانی می شود در دست و سقفی که اگر کمی بیشتر بمانی بر سرت آوار می شود. دخترم، غزل مستی و دیوانگیم، از من هیچ مپرس. از گریه های همیشگیم، من اشک چکیده از چشم تاریخم. هزاران زن و مرد در من مرگ را به سخره گرفته اند و هر شب در خوابهایم فریاد میزنند. من با نگاه نگران تو چه کنم؟ دخترم، چشمانت آسمان بارانی تهران، سرودنت حسرت شاعرانگیم. مرا ببخش که خانه‌ات را گم کردم، که تو را در 4 راه هیچ به دنیا آوردم، که شادیت را در خیابانی ناشناس کنار کوچه‌ای رها کردم. دخترم، شعر مرا نخوان، در من سفر نکن. Ma fille ne lit pas mes poèmes. Ma fille, partenaire de ma détresse et de mon errance, ne lis pas ma poésie. Je n'aimerais pas être ta patrie. Ne te promène pas dans mes rues. Il n'y a rien de nouveau chez moi. Chaque avenue mène à une ruelle où quelqu'un qui chantait la liberté est pendu. Chaque ruelle mène à une impasse où toutes les maisons sont des murs sur lesquels danse le sang frais. Chaque maison, comme celle de ton enfance, devient une valise à faire et un plafond. Que si tu retardes à partir, il s'abattra sur ta tête. Ma fille, Ghazal, c'est un poème d'amour. Ghazal de mon ivresse et de ma folie. Ne m'interroge pas sur mes pleurs interminables. Je suis une larme coulée des yeux de l'histoire. Des milliers de femmes et d'hommes, dans mes rêves, se sont moqués de la mort et chaque nuit s'agrippent à la terre brûlée de cette plaine. Le Khavaran, c'est un cimetière du sud de Téhéran où sont enterrés les opposants. Le Khavaran est dans mon cœur. Et que puis-je faire de ton regard inquiet? Ma fille, tes yeux sont le ciel pluvieux de Téhéran. Tes chants défient mon talent de poète. Pardonne-moi si j'ai abandonné ta maison, si je t'ai mise au monde au carrefour du néant, si j'ai laissé ta joie au coin d'une rue inconnue. Ma fille, ne lis pas ma poésie, ne voyage pas en moi. Merci beaucoup Martha, je crois qu'on est tous très émus par tes poèmes. Je vais essayer d'enchaîner avec une autre belle rencontre ce soir, qui est celle de la maman de Delazad que vous avez entendu tout à l'heure, Rachel Degati. Rachel, merci d'être avec nous. Donc Rachel est une auteure, une écrivaine. Elle est aussi, mais pas seulement, je tiens à le dire, l'épouse, la compagne de vie de Reza Degati, qui est photographe, qui a fait beaucoup de reportages pour le National Geographic. Vous avez dû voir ses photos sur l'Iran, mais aussi sur l'Afghanistan. Reza est née en Iran avec Rachel tout au long de leur parcours, mais Rachel nous en dira un mot. Ont beaucoup œuvré pour les réfugiés, pour la liberté d'expression, pour la liberté d'informer, pour, je dirais aussi, la dignité des réfugiés en Afghanistan et dans d'autres régions du monde, en créant notamment une association qui s'appelle Webistan, et dont Rachel nous parlera. Et ils ont surtout aussi ensemble, et c'est de ça dont on voudrait parler ce soir, écrit un livre qui, au travers de l'histoire de Reza et de son frère, et c'est Rachel qui a aussi pensé ce livre, est un témoignage sur la révolution iranienne qui est au cœur de ce que l'on voit aujourd'hui. Et si on ne comprend pas l'histoire de cette révolution iranienne, on ne comprend pas la révolte des femmes aujourd'hui. Et c'est donc au travers du regard de ces deux frères qui ont vécu cette révolution iranienne qu'on peut comprendre aussi au travers de ce livre, ce qui s'est joué pendant cette révolution en 1978-79, ce
que les Iraniens ont perdu sans le savoir autour de la liberté d'expression, autour du droit d'exister pour les femmes et de vivre librement. Et donc Rachel, d'abord, est-ce que tu peux peut-être compléter ce que j'ai dit sur ton parcours à toute vitesse, et puis nous dire aussi pourquoi ce livre, comment il peut nous éclairer sur la situation d'aujourd'hui, comment cette histoire de la révolution de 78-79 peut éclairer ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi vous avez choisi justement de l'intituler Iran, rêves et dérives? Bonsoir. D'abord, avant de commencer, je voudrais juste dire à quel point je pense à ces femmes et leur détermination en Iran. Et je pense, c'est un hommage à elles, en fait, cette intervention. Si je suis là, c'est ma modeste contribution à un combat qui se joue ailleurs, un combat pour la vie et qu'on ne doit pas oublier. Alors très rapidement, oui, je suis la compagne de route du photographe Reza, qui est donc un photoreporter iranien, qui a couvert beaucoup de conflits dans le monde. Et depuis 30 ans, on chemine ensemble en création. On a en effet créé une agence qui œuvre, qui fait des expositions, des ouvrages. On est co-auteurs l'un et l'autre d'une trentaine d'ouvrages. Et par ailleurs, on a créé 2 associations, et c'est cet engagement-là, c'est donc l'association Aïna en Afghanistan, qui a formé 1000 Afghanes et Afghans au métier du journalisme. Voilà. Et puis maintenant, les ateliers Reza Visual Academy, qui intervient dans les camps de réfugiés pour les jeunes. Voilà, ça c'est pour... et par ailleurs, je suis auteur, co-auteur avec Reza, mais auteur notamment d'une trilogie qui s'appelle Le débâtissement du monde. Au 40e anniversaire de cette triste révolution, il me semblait important de faire en sorte qu'il y ait une pierre. Finalement, l'histoire de notre humanité, elle se bâtit avec des traces qu'on laisse. Un livre, c'est une des traces qu'on laisse à l'histoire. Une trace tangible. Alors je sais qu'on est à l'ère du numérique, à l'ère du virtuel, et tout ça est très bien et il n'y a pas de problème. Moi j'aime les livres, on aime les livres. Et il nous paraissait fondamental, en tout cas moi, française, qui a épousé à la fois un Iranien et un citoyen du monde, ça me paraissait important de laisser trace de cette révolution. Donc j'ai frappé à toutes les portes des maisons d'édition, et finalement c'est une maison d'édition qui fait partie du groupe Gallimard qui a décidé de nous accompagner. Je trouvais que c'était important qu'on raconte la révolution islamique pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle a bouleversé toute une région. Et plus que ça, ce que nous avons vécu, elle a légitimé des formes d'intégrisme religieux qui sont apparues un peu partout, même si ils trouvent naissance dans le sunnisme et pas le chiisme. Mais en tout cas, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit l'État islamique, au fil des décennies qui ont suivi, ça a légitimé une posture des hommes et dans le monde, et aussi ce que nous on a pu vivre des attentats ici. C'est-à-dire ça va jusque là. Pourquoi Iran, rêves et dérives? Alors ça, un grand hommage à Adèle, puisque on œuvre beaucoup en famille parfois, et c'est d'elle à un moment donné qui a trouvé qu'on cherchait un titre, et c'est lui qui a eu cette idée de titre. Pourquoi ce titre? Parce que la révolution islamique, la révolution au départ, qui n'était pas islamique, était d'abord beaucoup de rêves. C'est un peuple qui se soulevait contre une monarchie qui était quand même très dictatoriale dans son exercice du pouvoir, et qui donc tout à coup, un peuple religieux, les gauchistes, enfin tout le monde voulait plus de liberté et de justice sociale. Et c'est ce qui a, entre autres, ce mouvement-là qui a créé cette révolution. Il se trouve que Khomeini a été
largement aidés par l'Occident, qui à un moment donné, Carter, Chirac et les Anglais ont lâché le chat, ont abandonné le chat et Giscard, pardon, excusez-moi, Giscard ont lâché donc le chat et Giscard a invité Khomeini et l'a accueilli sur le sol français pendant des mois et donc on a soutenu clairement, l'Occident a soutenu l'avènement de Khomeini en Iran. Et avec dans ce rêve-là, il y a une partie de la population qui a perdu. Là, il y a une photo qui est... Ah, voilà. Alors, donc, on va regarder 3 photos et je voudrais qu'à cette occasion, on revienne sur ce qu'ont vécu les femmes, en fait, au moment de la Révolution. Tu l'as dit, et moi je l'ai vécu. Je suis née en Iran et... mes parents n'avaient pas la bonne religion et donc on a dû quitter l'Iran très vite, dès 78. Mais comme ce que tu as décrit, on a été en fait surpris et on s'est senti floué par cette révolution, puisqu'on a tous cru à une révolution sociale en fait. Et qu'on s'est aperçu que c'était une révolution avant tout religieuse avec un projet politique qui n'était pas celui qui était prévu. Et tu me disais en préparant ce moment ce soir que les premières surprises, c'était les femmes aussi. Et je voudrais qu'on voit l'autre photo où on voit cette femme qui est dans un magasin de tissus où il n'y a que du noir. Voilà, alors ça c'est... Je trouve qu'elle est assez parlante. Le livre « Iran, rêves et dérives », donc, qui est celui-là, avec... très belle photo du frère de Reza Manoucher en couverture. Donc voilà, ça c'est une photo. Ce livre est accompagné de textes narratifs qui sont écrits à la première personne au nom de l'un ou l'autre des photographes. Donc ça c'est une photo de Reza et je vais lire ce texte. Une infinie nuance de noir. Au lendemain d'une révolution iranienne qui s'étira dans le temps, faisant régresser une société tout entière, j'ai vu, pendant des mois, le noir des tchadors envahir les villes et les campagnes. Forme noire d'une époque, il semble que les femmes aient perdu toute individualité. Pourtant, l'Iran est diversité de peuples, d'ethnies, de peaux, multiplicité de couleurs et de paysages. Je revois les femmes et leurs jupons colorés qui contrastent avec les maisons en terre dans les campagnes. Je revois les tapis aux teintes vives, les tissus brodés qui éclairent chaque maison. Je revois les citadines portant des robes saillantes. Je me revois fréquentant des étudiantes qui affichent leurs jambes sous des mini-jupes ou les soulignent par des pantalons moulants aux pattes d'éléphant. Lorsque je suis entrée dans la boutique de ce marchand du bazar de Téhéran en 1979, où le seul choix possible réside dans la trame du tissu, je me suis sentie oppressée. Le modèle est le tchador et la couleur le noir. J'ai souvent eu l'impression qu'inconsciemment, le peuple d'Iran a consenti à porter le deuil. Voilà, et donc Merci. Alors, on voit aussi cette image de ces femmes marionnettes. Si on peut revenir sur une des photos qu'on a beaucoup vues pendant cette révolte, hein, qui est une photo de Reza. C'est une photo de Reza, absolument, qui a été prise. Ce sont des étudiantes devant l'ambassade. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode très long, mais à un moment donné, l'ambassade américaine a été prise. Il y a eu une prise d'otage à l'ambassade américaine, et ces étudiantes-là étaient donc devant l'ambassade. Évidemment, dans cette photographie, il y a deux niveaux. Les marionnettes, ces mains-là. Les femmes pensent qu'elles sont en première ligne et autodéterminées. Et en fait, non. Elles sont, dans la photo, racontent qu'elles sont peut-être les marionnettes d'une histoire et que ce destin-là leur échappe. Voilà. Donc, voilà. Et il y a une troisième photo, je pense, qui fait écho à ce que vivent les femmes aujourd'hui. On voit ces femmes modernes avec leur brushing. Participer aussi à une révolte. Non, on était sur la bonne. La première. Voilà.
Alors, j'ai envie de te poser une question en regardant cette photo. On a beaucoup vu dans la révolte actuelle, justement, l'utilisation de l'image, de la photo. On a pu se demander si tout ça était bien utile. Peut-être qu'on peut se dire que finalement, ces images, c'est dérisoire au regard de ce que vivent les femmes. Et encore, et ça a été rappelé tout à l'heure, les familles qui voient leurs proches exécutés. Quel est le pouvoir de ces images d'après toi aujourd'hui Alors déjà, en tout cas, les images sont des témoignages de l'histoire, quoi qu'il en soit. Ces photographies, si elles n'avaient pas été prises, et c'est vrai que Manoucher, comme Reza, Manoucher, qui est donc le frère de Reza, lui se destinait à être réalisateur et il étudiait à Rome le cinéma. Et Reza se destinait à être architecte et était fou de photographie. Mais un photographe comme un vagabond de l'image. Et les événements de 1979, cette révolution-là, les a appelés l'un comme l'autre à bouleverser leur destinée et les a appelés l'un comme l'autre à prendre l'outil photographique pour témoigner et pour faire histoire. Et ensuite, la révolution et ces témoignages, au nom de ces témoignages, de leurs témoignages, qui étaient publiés dans la presse étrangère et qui mettaient en évidence, évidemment, sur le présent de l'époque, les exactions du régime en place, les ont contraints l'un comme l'autre à l'exil. Et ils sont en exil depuis 44 ans. Donc déjà, je pense que la photographie en soi, les témoignages photographiques font histoire, font date. Cette photographie a été prise le 8 mars 1979. Date hautement symbolique pour les femmes et où les femmes très très tôt ont compris, donc on est en mars 1979, elles ont tout de suite compris que quelque chose se passait pour elles. Et donc je vais lire un texte parce que ça éclaire un peu sur ce qu'on vit maintenant. Je vais lire un texte qui a été aussi qui est paru dans cet ouvrage Iran, rêves et dérives. Ça s'appelle Rêves brisés. Elles ont élevé des barricades pour le changement. Elles ont lutté, épaule contre épaule, avec les hommes, les religieux, les militants de gauche, les démocrates, les activistes culturels, les rêveurs contre la répression et pour une justice sociale. Elles se sont battues pour la liberté, participant à cette utopie collective d'une révolution en marche. La République islamique vient à peine d'être proclamée. Les lois d'une société patriarcale se sont abattues. Port du voile obligatoire pour toute activité sociale. Appartenance comme un objet au père, au mari, au frère. Alors, ce jour de mars 1979, à Téhéran, en cette journée internationale des droits de la femme, elles ont été des milliers à descendre dans la rue pour crier leur colère et dénoncer l'étau en train de se refermer sur leurs revendications et leurs rêves. On leur a volé leur révolution. Face à elles, des centaines d'hommes au plein pouvoir, partisans du nouveau régime qui les attaqueront brutalement. Et on peut dire que, schématiquement ou symboliquement, les filles et petites filles de ces femmes-là, 44 ans après, s'affranchissent du voile et reprennent le mouvement et se réapproprient une révolution. Parce qu'il y a eu un coup de trop sur Mahsa Amini et qu'elles sont en marche vers cette révolution et que ces trois mots, femme, vie, liberté, c'est pas un simple slogan vide, qui est passager. C'est plus qu'un slogan, c'est une révolution par les femmes, pour les femmes, mais pas seulement. Pas seulement. C'est pour la liberté d'un peuple, et on peut imaginer, en tout cas espérer, que si ce mouvement se transforme en une chute du régime, en tout cas un pays plus démocratique, avec une autodétermination des femmes et des hommes, on peut espérer qu'elles auront gagné et initié un mouvement et une révolution singulière, particulière, une révolution révolutionnaire des femmes.
On leur souhaite en tout cas, et je crois qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est d'être soutien à leur côté. Il y a une chose dont voilà, je voulais te demander quel était ton espoir. Alors mon espoir, c'est ça, c'est que ce soit pas qu'un slogan passager et que cette révolution se concrétise par une libération du peuple iranien et qui donne que ce soit un symbole pour les décennies à venir dans la région aussi. Mon chagrin ou mon Ta déception? Je ne sais pas si c'est une déception, on peut dire que c'est un chagrin. Je sais la complexité des enjeux géopolitiques et c'est pas mon domaine. Moi, je suis plutôt du côté de l'art et voilà, même si je me suis bien sûr plongée historiquement dans cette période. Mais ce mouvement qui est là, cette révolution en marche qui est là, qui est en marche depuis 6 mois. Alors oui, il y a des mèches de cheveux qui se coupent, il y a tout ça est vrai, mais je sais que c'est complexe, je sais que la géopolitique est complexe et qu'il faut ménager les uns et les autres et j'ai pas de leçons à donner. Mais je suis toujours très étonnée de voir qu'UNICEF ne condamne pas alors qu'il y a plein d'enfants qui ont été tués. Je suis toujours très étonnée de voir qu'on ménage la chèvre et le chou et qu'il y a quelque chose de très timoré dans le soutien qu'on pourrait apporter à cette révolution. Voilà, je m'interroge toujours et alors je rejoins ce que vous disiez, Anne. C'est vrai que on a beaucoup dans nos pays aussi enfin, on n'est pas exemplaire, loin de là. Loin de là. Néanmoins, on a un idéal de démocratie. C'est un idéal qui est imparfait. En tout cas, elle est imparfaite, cette démocratie. Et je pense que c'est très difficile de jouer. Il y a des enjeux économiques aussi qui nous dépassent sans doute. Et en attendant ces 18 000 personnes arrêtées, un certain nombre de personnes exécutées, des jeunes filles et des jeunes femmes violées, des enfants et des jeunes femmes qui ont perdu un œil parce que les yeux sont visés, etc., etc. Et jusqu'à quand on est, entre guillemets, complice silencieux de ça? Voilà, je m'interroge. Merci infiniment, Rachel. Merci. Alors je rappelle, parce que je montre quand même aussi Rachel, que j'ai aussi le livre. Je vous invite à le commander, à l'acheter, à le regarder, à le partager. Vraiment, il est formidable. Il n'y a pas que des images, mais l'image, comme a dit Rachel, c'est aussi un vecteur, évidemment, de la connaissance de ce qui se passe dans ce pays. C'est comme un film. Hein. Vous savez qu'un film, c'est 24 000 images par seconde. Ben là, il y en a un peu moins. Elles sont plus belles, elles sont belles et elles sont, voilà, elles nous aident à comprendre.